Bienvenue tout le monde. Mon nom est Marie Hébert. Je m'occupe des activités à la Bibliothèque du Boisé. J'ai mon collègue Raphaël Lavoie qui est ici présent aussi. Il s'occupe plus particulièrement des activités à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. Alors, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter Lénine Nankassa Boucal qui va nous parler de son trajet de vie, de ses projets pour tout ce qui concerne la diversité et le vivre ensemble. Il a reçu le prix Charles Beadle, le volet régional cet automne, l'automne dernier. Et puis, il travaille très fort. C'est sûr que lui aussi est un peu comme nous en temps de COVID. Il est plus limité dans ses activités, mais en temps normal, il travaille beaucoup, beaucoup avec les nouveaux arrivants à Rimouski particulièrement. C'est la région dans laquelle il a choisi de travailler et d'habiter en bonne partie aussi. Alors, je vais lui laisser la parole pour que Lénine, vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout ça est arrivé, comment vous êtes parti du Sénégal pour vous retrouver à Rimouski et puis qu'est-ce qui vous a allumé dans tout ce parcours-là. Je vous laisse la parole puis on continuera avec d'autres questions tout à l'heure. Wow. Merci pour l'introduction, mais merci tout d'abord de l'invitation. Merci pour l'accueil chaleureux, Marie et Raphaël. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Et un petit coucou à l'ensemble des personnes qui nous suivent présentement. Donc, comme Marie l'a dit, oui, mon nom est Lénine Nankassa Boucal. Je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivé au Québec. Il y en a de ces dates que l'on n'oublie jamais. Je suis arrivé la nuit du 17 au 18 décembre 2007. Je m'en rappelle très bien de cette date parce que c'est la première tempête cet hiver 2007. Donc, il y en a que pour certains, on parle de baptême de feu, mais moi, je dirais que j'ai eu un bon baptême de fret au Québec. Donc, je suis arrivé. Donc, le lendemain, j'appelle à la maison et quand tu décris la chose et les parents qui disent, puis es-tu en vie? Je dis, ben, si je vous appelle, c'est parce que oui, je suis encore en vie. Et de l'autre côté, les gens québécoises et québécois qui se disent, mais non, pourtant c'est OK. Au Québec, mieux vaut prier qu'il y ait de la neige parce que quand il y a de la neige, ça ne fait pas froid. Je dis franchement, ça, ce n'est pas un bon discours de marketing pour ne pas dire en affaire de prier pour qu'il y ait plus de neige parce que quand il y a de la neige, c'est plus doux. Au fil des années, après plus de 10 ans, tu comprends ce que les personnes voulaient dire. Donc ça, c'était la toute petite première anecdote, oui, effectivement, de mon arrivée au Québec. Pourquoi le Québec? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai ma tante qui habite même le bas du fleuve depuis quasiment plus d'un quart de siècle. Ça fait 25 ans qu'elle habite à Matane. Et d'ailleurs, même il y a une belle anecdote aussi liée à cela parce que mon deuxième, juste premier Noël, donc j'habitais à l'époque encore à Montréal. Et pour passer les fêtes, donc j'avais décidé donc d'aller passer les fêtes de fin d'année de Noël à Matane. Donc, j'embarque dans l'autobus, on arrive à Longueuil, donc il y en a une coupe qui descend. On arrive à Sainte-Foy, il y en a une partie qui descend. À Québec aussi, il y en a une partie qui descend. On arrive jusqu'à Rimouski, il y en a une partie qui descend. Mais moi, j'étais toujours le seul moi qui restait dans l'autobus. Il y a une dame très gentille, pour elle, j'aurais manqué courir pour me dire que non, peut-être que ça, parce que dans sa tête, plus que Rimouski, c'était impossible pour un mois de continuer. Donc là, j'ai dit à la dame, bah, merci, mais effectivement, on m'a dit que c'est après Rimouski. Donc là, la dame qui te surprend, finalement, vous allez où? J'ai dit, je m'en vais passer les fêtes de fin d'année en famille à Matane. Elle m'a dit, comment ça? Donc, il y a des Noirs à Matane et ça prenait la jazette. Donc, oui, pourquoi le Québec? Une de ces raisons, et d'ailleurs même aussi une autre des raisons pourquoi, après avoir parcouru sillonné le Québec de Huntington jusqu'à Fermont, en passant par Montréal, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Québec et aujourd'hui Rimouski, c'est aussi s'approcher un peu aussi de Matane. Aussi, le Québec est francophone, donc moi étant aussi issu du Sénégal, qui est aussi un pays francophone, la langue, c'est déjà quelque chose de très pertinent, de très important quand on parle aussi d'intégration.
parce que le défi de la langue est aussi une de ces facettes, oui, effectivement, de défi d'intégration quand on ne comprend pas la langue. Donc, d'un point de vue déjà linguistique, il y avait, comme je dis des fois, la francophonie, c'est une grande famille. Donc, ça en est un point. Et oui, pour le regroupement familial. Donc, il y avait on a eu pas mal de défis. Ça, c'est plutôt bon, plutôt difficile, des fois mauvais, mais aujourd'hui, avec du recul, c'est quelque chose que je me dis, je rends plutôt grâce parce que c'est tous ces défis qui ont aujourd'hui contribué à façonner l'être que je suis. Et ce, depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, après avoir sillonné le Québec, comme j'ai dit plus tôt, de Montréal, de lignes new-yorkaises, du côté de Huntington, à Saint-Hyacinthe, à Québec, et aujourd'hui même à Rimouski. Et comme je le dis souvent, je pense que le bas du fleuve risque d'être poigné avec moi depuis longtemps parce que le bas du fleuve a réveillé en moi beaucoup de souvenirs d'enfants. Oui, quand je suis arrivé, par exemple, j'étais plus à Montréal, donc c'était sécurisant dans le sens où il y a une bonne présence de la communauté. Donc, c'est sécurisant quand on vient d'ailleurs où le réseau social est très important. Mais aujourd'hui, avec plus de temps, comme je dis, le Bas-Saint-Laurent a réveillé en moi ces souvenirs d'enfance parce que moi-même, je suis natif de la Casamance, dans le sud du Sénégal, au bord du fleuve Casamance. Donc, le fleuve Saint-Laurent a réveillé en moi des souvenirs d'enfance très lointains. Donc oui, j'étais à Montréal, j'étais à Québec, c'était sécurisant, comme j'ai dit, il y a une forte présence de la communauté, puis tout, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. En vérité, ce qui manquait, c'est ce que le Bas-Saint-Laurent a réveillé. Jusqu'à preuve qu'aujourd'hui, même quand je voyage, quand je vais à Québec ou à Montréal, quand je rentre, il suffit de commencer à sentir l'air marin pour avoir ce sentiment que je rentre à la maison. Comme je dis, des fois, c'est très difficile des fois à expliquer. Et donc, c'est ce qui vient aussi rajouter au discours quand on parle d'identité et d'appartenance. Elle n'est pas forcément reliée à la race ou je ne parle ancien. Côté identité, le fleuve, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi. Les grands espaces, étant issu de la Casamance, la région la plus verdoyante au Sénégal, la nature, ça fait partie de moi. Donc, le fleuve, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Donc, peut-être en développant, on va revenir sur certains points. Et donc, pendant plusieurs années, mais en fait, je suis venu m'établir d'abord à Rimouski, comme j'ai dit, après avoir sillonné les petites et grandes villes de la province. D'abord pour le travail à l'hôpital et je prenais un cours aussi en même temps à l'université. D'ailleurs, un cours que je devrais à un moment donné finir parce que j'ai embarqué dans le cours. Après, les projets ont été plus gros et ça devenait difficile. Il y a des choses qui sont passées aussi ayant contribué à la mise sur pied, je pense, qui fait même l'objet aussi de cette invitation, entre autres, d'où mon engagement, même si je pense que ça fait longtemps qu'il existe, mais le projet, l'initiative ayant été mise sur pied, qui est le cabaret de la diversité, dont je suis le fondateur, est une initiative citoyenne qui se veut de promouvoir le vivre ensemble et célébrer la diversité dans toutes ses facettes. En fait, Marie, je ne sais pas si tu voudrais que je m'arrête lié ou bien que je continue parce que quand je m'enflamme, des fois je m'enflamme. Souhaiterez-vous que je m'arrête ou on peut toujours continuer dans cette lancée? Continue dans cette lancée, ça va bien. Okay. Donc, comme je disais, le cabaret de la diversité dont je suis le fondateur et aussi coordonnateur, qui s'inspire donc déjà même de l'ouvrage d'un sociologue d'ici, lui-même issu de la diversité d'Oudou, intégration, une responsabilité partagée entre la société d'accueil et la personne immigrante. C'est une initiative citoyenne qui se veut de promouvoir le vivre ensemble et célébrer la diversité. Et moi, quand je parle de diversité, ce n'est pas juste une diversité ethnoculturelle, raciale ou religieuse. Je parle vraiment de la diversité dans toutes ses facettes. Donc, que tu sois enfant, handicapé, personne aînée ou bien
d'un statut socio-économique autre, parce que je pars du fait que chaque humain a un potentiel. Mais si la collectivité ne met pas la personne dans les conditions optimales où la personne peut déployer son potentiel, c'est cette collectivité qui n'en bénéficie pas. Donc, à celui qui voit juste et bien, c'est même une invitation à revenir à l'humain en tant qu'humain et juste pour humain. Et ce bien au-delà de la race, de la religion, de l'âge ou du sexe. Est-ce qu'on peut avoir cette humilité de revenir à l'essence de nos êtres, parce que, hélas, nous vivons dans une société où l'on fait beaucoup plus la promotion du paraître que de l'être. Donc, si aujourd'hui, au lieu de catégoriser même immigrants, personnes âgées, les handicapés, est-ce qu'on peut juste un dénominateur commun qui est l'humain? Donc maintenant, le cabaret de la diversité, nous essayons de multiplier les espaces et les occasions de rencontre, parce que comme je dis, on ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas, et l'on ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. Chacun fait le pas vers l'autre, on se rencontre, on se connaît, on se découvre, on vit ensemble. Donc le cabaret de la diversité multiplie les espaces et les occasions de rencontre pour permettre d'engager ce dialogue, la socialisation, la rencontre avec l'autre. Et l'autre n'est que le reflet en vérité. Cet autre, ça peut être une personne immigrante, ça peut être une personne aînée, ça peut être une personne vivant avec un handicap, ça peut être une personne socialement peut-être d'un statut socio-économique beaucoup plus précaire qu'un autre. En vérité, nous sommes tous humains. Et nous multiplions donc ces espaces de rencontre, comme j'ai dit, et que ce soit à travers plusieurs projets, dont par exemple même il y a un volet qui me tient beaucoup plus, pas que les autres ne me tiennent pas à cœur, mais le volet jeunesse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans notre vision du cabaret, parce que depuis qu'on l'a lancé quand même, le cabaret a innové en ce sens en ayant des ambassadeurs jeunesse du vivre ensemble, parce que comme je dis, même si nous aujourd'hui, même adultes, nous trouvons la formule marchande, mais si derrière nous, nous ne laissons pas des enfants suffisamment sensibilisés et conscientisés, en vérité, on aurait juste investi dans le vide, parce qu'ils se retrouveront dans 50 ans peut-être à avoir les mêmes discussions que nous avons aujourd'hui. Donc, il s'agit de semer les bonnes graines d'un monde meilleur dès aujourd'hui. Comme je dis, demain se bâtit dès aujourd'hui en ayant appris d'hier. Donc, nous avons des jeunes ambassadeurs du Vivre Ensemble, et pas plus tard même que samedi dernier, on a fait un panel de discussion où la parole a été donnée à des enfants de 12 à 14 ans. Parce que comme je dis, l'exemple des fois que je donne, c'est que il est impensable en 2021 de vouloir se pencher sur la condition féminine sans une femme autour de la table. Pourquoi devons nous adultes vouloir bâtir le monde de demain sans pour autant avoir l'humilité aussi des fois d'inviter le monde de demain que sont les jeunes, de nous dire aussi eux comment ils voient le monde de demain ou bien ce qu'ils pensent du monde de demain. Habituellement, c'est toujours les adultes qui parlent. On sait tout, on peut tout, mais peut-on aussi avoir cette humilité d'écouter et de grandir avec nos enfants? Donc, c'est des activités que l'on fait, donc des panels jeunesse, comme la fois passée où la parole a été donnée à des jeunes de 12 à 14 ans, mais qui en sortaient de ces choses. Je dis, waouh, nous autres, nous les adultes, parce que c'était d'une pureté d'âme et tellement avec des mots très simples pour expliquer diversité, vivre ensemble et comment ils voient le monde, que c'est pas la première fois qu'on l'a fait, ça a déjà été fait. Et moi, la première fois qu'on le faisait, ce qui m'avait même marqué, c'est qu'à la question même du public qui demandait qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient aujourd'hui le pouvoir d'être maire ou bien ministre ou député ou autre. Les enfants ont parlé de tout, ils n'ont jamais parlé de race ou de religion.
ils ne l'ont jamais même nommé. C'est que dans leur vision, c'est qu'ils ne s'attardent même pas à ça. Et ça en dit long. Nous, peut-être, si c'était des adultes, on aurait commencé à dire que oui, les immigrants ici, les personnes aînées, il faut les... Eux, ils n'ont même pas cela. Ils n'ont même pas nommé ces catégorisations ou bien la façon laquelle on nous stigmatise et qu'on nous met dans des boîtes. C'est que les handicapés ici, les personnes noires ici, les arabes ici, les blancs ici. C'est que dans leur vision, ils n'avaient même pas ça de ces panels jeunesse grandit. Donc, et le cabaret aussi, toujours dans le même volet jeunesse, le cabaret de la diversité en collaboration avec Madame Isabelle Pou à l'époque pour de la commission scolaire des phares. Il y a des ateliers de lutte aux préjugés qui se fait dans les écoles primaires. Il y a même une collaboration, un partenariat avec la bibliothèque municipale de Rimouski, notamment avec les contes de la diversité pour enfants, où le concept est très simple, c'est de faire voyager les enfants à travers les contes pour aller à la rencontre et découverte d'autres peuples et d'autres cultures, parce que ça, c'est quelque chose qui peut rester dans la tête des jeunes, des enfants. Utiliser l'art pour rassembler, pour socialiser, pour conscientiser à travers les soirées métissées du bas du fleuve, c'est des... Lors du lancement, quelque chose qui m'a frappé, c'était de voir même une femme arabe musulmane voilée taper du pied sur du rigodon québécois. Ça, c'est à l'heure où le Québec est polarisé autour de la loi sur la laïcité et l'art, la culture arrive à rassembler, à réunir. Donc, le cabaret de la diversité, c'est plutôt donc ce carrefour d'interculturalisme et de vivre ensemble qui essaie donc de bâtir des liens, de bâtir des ponts entre les individus, entre les humains même, je dirais, au-delà des différences de statut, immigrants ou société d'accueil ou autre. Donc, nous essayons de créer cet espace. Peut-être Marie l'a nommé plus tôt avec la COVID, ça a été plus difficile. On essaie toujours, même si ça se fait de façon virtuelle ou bien avec des groupes beaucoup plus réduits. Mais au-delà effectivement du volet jeunesse, il y a même utilisé le patrimoine pour essayer de sensibiliser. Et cela au début, j'ai réalisé aussi que la plupart même des personnes immigrantes aussi, et il faut oser le dire, moi comme je dis, c'est que on ne peut pas aussi inviter par exemple, les Québécoises et les Québécoises à s'ouvrir aux autres cultures sans pour autant inviter les autres cultures à s'ouvrir, à s'intéresser à la culture québécoise. C'est que moi, je suis d'avis que s'il appartient à la société d'accueil de mettre sur pied des politiques et des programmes pour favoriser l'intégration, il appartient aussi à la personne qui vient d'ailleurs aussi de poser des gestes, de poser des actes pour faire partie intégrante de cette collectivité. Parce qu'à mon humble avis, pour bâtir un nous, ça prend du soi de chacun. Donc chacun y met du sien pour ensemble co-construire et bâtir un monde meilleur. Et je le dis et je le répète très souvent, ne perdons jamais de vue que nous avons aussi ce devoir moral de léguer à nos enfants un monde meilleur, d'amour, de tolérance, de paix, de justice, d'équité et de mieux vivre ensemble. Moi, je suis privilégié parce que pour moi, c'est un privilège de me faire appeler papa. Mais si un jour, par exemple, ma fille et sa génération me demandent mais qu'est-ce qu'elle a fait de votre génération pour aplanir les herbes de la nôtre? À cette éventuelle question, en vérité, il n'y a que deux types de réponses. Soit baisser la tête et dire à nos enfants que nous avons plutôt peut-être pensé à notre petit nombril, ou bien relever nos têtes et oser regarder fièrement nos enfants dans les yeux et leur dire que peut-être qu'on n'a pas tout réussi, mais nous avons essayé. Et cette réponse dépend des actes et des gestes que nous posons aujourd'hui. Donc c'est dans cette vision de léguer un monde meilleur à nos enfants que le cabaret de la diversité s'inscrit. Mais oui, étant aussi de la région du Bas-Saint-Laurent, désormais devenu aussi un coin de pays. Et je pense que, comme je disais plus tôt avant que l'on commence, je pense que le bas du fleuve risque d'être pogné avec moi pour très, très, très longtemps. Donc, c'est aussi une façon de montrer que peut-être, contrairement à ce que l'on
le discours que l'on entend que les régions ne seraient pas ouvertes à l'immigration ou bien à la diversité culturelle, c'est plutôt relativiser ce discours, que non, parce que des fois on l'entend, que non, il y a point de salut pour un immigrant en région, que non, les régions sont plutôt, et je pense, comme le notifiait même Marie à l'introduction, même ce prix aussi, pourquoi il est aussi si cher et qui nous touche beaucoup. Au-delà, oui, d'avoir cette gratitude envers cette société qui m'a accueilli, qu'elle soit québécoise ou même balaurancienne, rimousquoise, c'est aussi une façon de rappeler que non, les régions ne sont pas fermées ou bien réfractaires aux immigrants. Ça, et c'est quelque chose qui me touche. Je ne suis pas en train de dire cependant que c'est quelque chose de facile. Très loin de là, il y a énormément de défis où nous avons collectivement beaucoup de travail à faire, et pas juste en matière de diversité culturelle, des défis pour véritablement intégrer toute personne qui a ce potentiel de contribuer à faire du Québec un endroit riche et prospère de toute sa diversité. Quand moi je vois étant, et ça aussi, ça fait partie aussi de ces chocs culturels. Moi j'ai eu le privilège de grandir avec des grands-parents à la maison qui te racontaient des histoires chaque soir. En Afrique, au fait, au Sénégal, il y a un dicton qui dit que lorsqu'un vieillard, nous on dit lorsqu'un, donc ici une personne aînée, une personne âgée, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce qu'en vérité, les personnes aînées sont vues au Sénégal, en Afrique, comme des bibliothèques ambulantes, et c'est vrai, parce que de par leur expérience, c'est un privilège de pouvoir bénéficier chaque soir de leur expérience. Ça, c'est des choses qu'on peut-être que tu n'apprends pas à l'école, tu as beau avoir ton doctorat, mais il y a des expériences de vie. Et donc, des fois, c'est là où maintenant, quand tu es issu d'une telle société, que tu viens, tu n'as pas ce privilège. Donc, c'est comme, ça, c'est quelque chose qui te choque. Et d'ailleurs, même un de ces chocs à Montréal, à l'époque, j'habitais à Montréal, je me rappelle très bien, et ça m'avait bouleversé. Il y avait une dame qui traversait la rue avec sa valise. Elle avait vraiment de la misère. Mais moi, c'est un réflexe. Donc, j'ai couru pour essayer d'aller d'aider la femme. Mais la femme s'est virée de bord et a commencé au début, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, j'aurais compris que c'est des sacs. mais la femme était en train. Moi, ça me choquait. Le monde me regardait comme checkez-le, il est en train de vouloir peut-être s'agripper à la valise de la petite dame. Et moi, dans ma tête, je les regardais, c'est comme, voyons donc, comment pouvez-vous regarder une personne âgée avoir autant de difficultés et ne pas venir l'aider? J'ai parlé en anglais, j'ai dit, désolé, mais je disais, mais vraiment, les Blancs, je ne comprends pas. Il y avait une madame avec sa valise qui avait de la difficulté avec sa valise, tout le monde était là, il n'y avait personne qui est même venu pour l'aider ou la secourir. Et moi, je cours pour la secourir. La dame aussi, elle est fâchée contre moi. Et c'est là où maintenant, tu réalisais que tu étais en train de vivre dans une autre culture et que tu commences à comprendre. Et il faut demander la permission pour donner de l'aide. Mais c'était juste un réflexe tout à fait naturel de quelque chose que tu connais. Et donc, entre autres du cabaret, c'est ça qu'on essaie des fois. À mon humble avis, ce n'est même pas une question de peur, c'est une question d'ignorance. Et comme je dis plus tôt, mieux on se connaît, mieux on va vivre ensemble. Et ma vision de la diversité transcende la race, la religion, le sexe, l'âge ou le statut socio-économique. Je rêve, oui, effectivement, on continue pour moi. Je dis que tout ce que l'on fait, c'est juste semer des graines. Mais oui, effectivement, à bâtir un Québec encore plus inclusif, riche et prospère de toute sa diversité. Où effectivement, on ne sera pas brimé parce que, à cause de la couleur de peau, à cause, oui, effectivement, de ton statut socio-économique, à cause, oui, effectivement, d'inclure tout le monde, parce qu'à la base, nous sommes tous humains. Pour en prendre, bien continuer encore, désolé, j'essaie de ne pas trop monopoliser la parole. Mais... C'est très intéressant, mais est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, peut-être, rendu à cette étape-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions? Ça va? OK, on va continuer. OK, donc... moi, je peux en poser une, peut-être. Oui, d'accord. Oui. Oui, donc le cabaret, tout ça, comment vous êtes allé chercher
les gens de Rimouski, comment vous êtes allés les chercher pour participer, pour les attirer au cabaret? Très bonne question. Et je l'ai dit et je le répète encore. Et je pense qu'il y a des choses qui transcendent la race ou autre. C'est plutôt des valeurs universelles, je pense, en quelque part. Et je pense aussi que le cabaret de la diversité, comme je dis, si l'arbre qu'est le cabaret de la diversité a pu s'enraciner dans le bas du fleuve, c'est parce que le bas du fleuve a été un sol fertile pour permettre à cet arbre de s'enraciner et porter des fruits qui aujourd'hui sont salués à l'échelle de la province. Et il y a du soutien, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau du... Je prends par exemple, à chaque salon du livre, vu qu'on est dans une bibliothèque, et je suis convié par des bibliothèques, à chaque salon du livre de Rimouski, nous co-présentons quelque chose qui s'appelle l'arbre à palabre. En vérité, l'arbre à palabre se veut juste donc d'utiliser la littérature pour bâtir des ponts. Et c'est devenu un rendez-vous qui a accueilli pas mal, dont même Alexandre Jardin, Kim Chiu, beaucoup venir. Et on utilise, c'est qu'au lieu de s'attarder sur ce qui ne va pas, on essaie de miser davantage sur ce qui peut nous rassembler. Et il y en a de ces choses qui la littérature, comme je dis, peut permettre de bâtir des ponts. La littérature ouvre sur le monde et c'était beau de voir toute cette diversité parce que qu'il s'agisse d'auteurs français, québécois ou autres, en vérité même celui qui va juste c'est bien, ils étaient réunis autour de l'arbre, sous l'arbre de l'alphabet français. Tous ces auteurs en vérité ils partageaient ce qu'ils avaient aussi au-delà de leur humanité aussi, ils partageaient un seul alphabet. Et ça c'est des choses que des fois on ne prend pas le temps de s'attarder, mais ça réunit. Donc essayer de créer ces espaces de rencontres. Si je prends soit Place aux Jeunes, si je prends plein d'institutions de la région qui s'identifient à la vision du cabaret de la diversité, qui font des partenariats et qui embarquent comme depuis l'année passée, le cabaret de la diversité. Et ça, je le dis avec une grande fierté parce que pour la première fois au Québec même, ça fait longtemps que se souligne le mois de l'histoire des Noirs, mais pour la première fois, au Québec, c'est l'ensemble d'une région administrative qui souligne à l'unisson le mois de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire toutes les 8 MRC réunies qui ont une programmation commune. Même le visuel, même effectivement le communiqué de presse, ça montre aussi la beauté et aussi les initiatives qui peuvent être issues effectivement des régions. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si le cabaret de la diversité inspire un peu modestement un peu à travers le Québec, le sol bas laurentien, le sol du bas du fleuve a été vraiment fertile pour et une implication. Comme je dis, j'aurais beau avoir les idées les plus novatrices, mais c'est à l'unisson que tous ces projets ont été réalisés. Ces idées seraient restées vaines s'il n'y avait pas des personnes bénévoles d'ici et autrement d'ici, des Québécois d'ici, des Québécois qui ne sont pas nés à Rimouski, mais aujourd'hui qui sont ici et tout, et ensemble réaliser ces projets, que des institutions aussi s'impliquent là-dessus. Là-dedans, du moins. Lénine a eu l'idée et je pense que c'est un bébé qui a été accueilli dans la région et que chacun a contribué à prendre le bébé par le bras et l'aider à marcher. Ça fait combien de temps le cabaret de la diversité? C'est quelques années? Oui, a été créé en avril de... J'ai pas dit, ça fait 6 ans maintenant que je suis à Rimouski. Donc, on multiplie comme je disais plus tôt, les espaces et les occasions pour vraiment permettre ce maillage entre les humains, entre les personnes. On s'est même permis l'année passée de lancer le concept qui prend le Québec, prend l'hiver, une façon aussi de favoriser les personnes immigrantes aussi à apprécier les joies aussi de l'hiver, parce que quand on est des fois immigrant et que l'on vienne, moi-même, des fois, je le dis parce que des fois, il y a cette question récurrente. Mais après, on ne doit plus avoir peur du froid. Tu es devenu habitué.
et à moi de répondre très souvent que si les Québécois sont ici depuis 4 siècles et pourtant ils chialent toujours après le froid, là, donnez-moi encore un peu de chance. Moi, ça fait juste 16 ans. Donc, c'est que oui, on s'habitue, mais pas que oui, effectivement, on s'adapte. L'adaptation à l'échelle humaine, c'est le siècle. Donc, ce projet aussi qui se veut de briser l'isolement aussi chez les personnes, c'est la socialisation, donc de sortir. Et s'il y a aussi quelque chose que j'ai appris au Québec, c'est que pour mieux apprécier l'hiver, il faut pratiquer des activités d'hiver. Sinon, ça risque d'avoir un impact psychosocial sur la personne aussi royalement. Donc, on essaie. En tout cas, on essaie d'user tout ce que notre environnement nous donne pour créer ces liens. Et le cabaret de la diversité aussi est partenaire avec le ministère de l'Immigration en matière de la francisation et de l'intégration, notamment en ce qui a trait à l'inclusion et le rapprochement interculturel. Donc, nous travaillons dans ce sens aussi, afin de contribuer à l'édification de l'habité encore plus inclusive et accueillante. Quand tu parlais de l'arbre à palabre, tantôt, c'est une activité de lecture. Tu disais qu'il y avait des auteurs qui venaient autour d'un arbre. Ils partagent les lectures ou c'est quoi exactement? Oui, en fait, c'est un projet proposé par le cabaret et au Salon du Livre de Rimouski. Et depuis 3 ans, ça c'était la 4e année, mais qu'on n'a pas pu réaliser à cause notamment de la COVID. Mais oui, l'arbre à palabre, donc c'est cet espace, donc c'est des... L'invitation est lancée aux auteurs qui viennent au Salon du Livre de Rimouski. Donc, qui viennent, le concept il est très facile. Donc, c'est autour de diversité, différence, vivre ensemble. Donc, chaque auteur qui désire y prendre part peut venir partager aussi de la littérature. Ça peut être son propre ouvrage ou bien un ouvrage aussi qu'il a marqué au cours de sa vie, qu'il peut venir nous partager. Et même le public aussi, même si aujourd'hui Marie voudrait venir, bienvenue. Donc, nous partager aussi un extrait d'ouvrage qu'il a marqué et que oui, autour de diversité, vivre ensemble. Et depuis la première année, on l'a gardé de même, mais depuis la deuxième édition, le tout est toujours bercé aussi au son d'une kora africaine. Donc, avec le griot d'ailleurs Zal Sissoko de Montréal qui est venu quelquefois aussi bercer. Et c'est beau de voir, oui, effectivement, de la poésie. Et je me rappelle, lors de la deuxième année, dans le public, il y avait même du monde qui pleurait parce que c'était intense quand une grande dame comme Joséphine Bacon lit de la poésie tantôt en inou, tantôt en français, bercé au son de la kora africaine. Là, on n'est pas en train de palabrer, là. Le vivre ensemble, on le vit réellement et c'est quelque chose qui a un impact. Donc, et c'est beau de voir qu'au-delà des différences, c'est se réunir, oui, effectivement, autour de passions communes. Je ne vais pas m'empêcher de lire un livre parce que la personne qui l'a écrit est blanche, là. Je ne vais pas m'empêcher, oui, effectivement, de lire un livre parce que la couverture est plutôt noire. Et donc, vois-tu, donc, je pense que la littérature, et des fois, comme je dis même, dans le confort de son lit même, le livre permet de voyager, d'ouvrir. Donc, l'arbre à palabre, c'est cet espace spécialement consacré à la littérature pour bâtir des ponts qui accueillent les auteurs désirés de s'y joindre, invités au Salon du Livre de Rimouski. Je sais pas, je faisais un parallèle avec un autre Québécois d'origine sénégalaise bien connu, Boucar Diouf, qui a aussi, quand lui est arrivé, je pense, début des années 90, justement à Rimouski. Je ne sais pas si vous êtes déjà croisés à un moment donné. Oui, c'est très, très bonne question et je ferai même une confidence, même si des fois il est plutôt très humble et modeste pour ne pas... Boucar, au-delà même d'avoir cette grande générosité de donner des conseils,
de parler pour le cabaret de la diversité. Boucar a même déjà soutenu financièrement le cabaret de la diversité. Boucar Diouf soutient financièrement le cabaret de la diversité, au-delà d'agir même des fois à titre de... Parce que, en fait, moi, des fois, comme je l'ai dit plus tôt, en disant qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, avoir cette humilité de m'enivrer de la sagesse des aînés, c'est très important. Donc, que ce soit Boucar Diouf, que ce soit Robin Doucet, par exemple, que ce soit des Michel Dompierre ou bien d'autres qui peuvent beaucoup t'en apprendre. On peut être jeune, on peut avoir la fougue, mais avec juste un peu d'humilité, d'écouter, d'oser écouter et apprendre de nos aînés, ça peut bien ouvrir sur les... Donc oui, Boucar Diouf, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Oui, il soutient le cabaret de la diversité, même financièrement et au-delà aussi des conseils, parce que en matière d'immigration aussi, quand Boucar Diouf débarquait au Québec, il était impensable dans ma vie qu'un jour je viendrais manger de la poutine au Québec, c'était impensable. Mais donc, il en a à partager aussi côté expérience. Donc, oui, il soutient le cabaret de la diversité au-delà, et pas juste, comme j'ai dit, d'un point de vue conseil, d'un point de vue vision, on discute. Et pas plus tard, même que hier aussi, on s'écrivait. Donc, oui, parce qu'on peut avoir une idée, mais c'est toujours des fois bon de dire que, grand frère, j'ai pensé à ça, comme ça se fait des fois avec Robin Doucet, qui prend de son temps et on prend un bon café et il donne des conseils. Donc, moi, c'est quelque chose que... Et nous aussi, on a aussi ce devoir moral, comme je dis, chaque génération donc, a quelque chose, je pense, à apporter à l'autre qui vient d'après. Juste donner au suivant, je pense. Vous parliez tout à l'heure des aînés et de l'importance de l'expérience, de leur expérience. Et est-ce que quand vous êtes arrivé, avez-vous été choqué un petit peu par la façon que les aînés au Québec là, étaient traités? Oui, c'est ce que je disais plus tôt, ça fait partie de mes chocs culturels. Ouais. La façon laquelle je vois les aînés être traités. En fait, ce que je dirais même, c'est que la démarche capitalistique plutôt nauséabonde dans laquelle, oui, effectivement, nous baignons. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les aînés, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils sont plutôt perçus maintenant comme un fardeau pour la société. Moi, c'est plus ça qui me choque. C'est le fait qu'ils sont comme genre, ils sont devenus un fardeau. C'est à croire que c'est parce qu'ils ne sont pas économiquement actifs ou bien autres, donc ils deviennent un poids pour la société. Moi, c'est cette démarche qui est, excusez-moi, ça, j'essaie de voir la meilleure façon pour que ça ne sorte pas croche là. Ce que je trouve plutôt donc sidérant. Et ça vient titiller, genre, c'est un sentiment, je pense, d'ingratitude envers nous. Oui, tout n'est pas parfait. Il y en a encore, oui, effectivement, des choses à améliorer. Mais je pense que si aujourd'hui, on peut avoir aussi une prétention de jouir de certains privilèges que nous prenons des fois pour acquis, c'est parce qu'il y en a qui ont seulement aujourd'hui les fruits. Donc, si aujourd'hui, tu désignes l'arbre, cet arbre de fardeau, moi, j'ai un profond malaise avec. Et ceci va à l'encontre de mes valeurs. C'est des fois difficile de se déconnecter aussi de certains points d'ancrage. J'ai grandi avec au Sénégal. Ça fait partie des valeurs que je n'aimerais jamais perdre. Le respect des aînés, la place qu'occupent les aînés dans une société, le respect qu'on les doit et cette gratitude surtout parce que, je le répète, aujourd'hui, nous jouissons des fruits de ces arbres que sont nos aînés. C'est bien beau donc d'arracher le fruit, croquer dedans et dire c'est bon, mais il aurait été encore aussi très apprécié d'avoir cette gratitude envers cet arbre qui t'a permis de manger ces fruits. Est-ce qu'il y a des gens qui participent qui aimeraient aussi poser des questions? Ne vous gênez pas. Ça va? Ça peut être par écrit aussi, si vous Oui, ça peut être par préférez. écrit aussi.
Lénine, quand vous étiez au Sénégal, jeune étudiant, j'imagine, euh, c'était quoi vos rêves? C'était quoi votre idée de venir au Québec? C'était pour y faire quoi? Est-ce que vous aviez des idées ou vous étiez juste parti comme ça en laissant champ libre au hasard ou au destin, comme on dit? En fait, habituellement, ce qui réunit, ça je pourrais même généraliser, je pense que c'est d'abord ce souhait, ce désir de se réaliser soi-même. En quoi exactement? Donc, je n'étais pas encore rendu là dans ma réflexion, mais je savais que oui, il y avait plusieurs opportunités que des fois peut-être je n'aurais pas eu. Et voyez-vous, ce qui est même des fois paradoxal, c'est que aujourd'hui, je suis peut-être en train d'œuvrer dans quelque chose que je n'ai jamais étudié au Sénégal, parce qu'au Sénégal, papa rêvait que tu sois médecin ou autre, c'est que donc tu étais beaucoup plus dans les sciences, c'est que on a encore tendance à assimiler des fois réussite à costume, cravate ou bien donc dire par exemple à papa et maman que mon rêve, c'est oui, effectivement, de devenir plombier. C'est comme si ta vision était limitée en matière de vision. Alors que, donc, et c'est vrai que tout le monde ne peut pas être médecin ou autre. Mais aujourd'hui, ça m'a permis aussi de découvrir un autre moi, un autre moi dans ces conditions-ci. Et en vérité, même tout ce que je fais présentement n'est qu'une continuité de ce qui se faisait déjà au Sénégal, mais sous juste une autre forme. Et aujourd'hui, quand je parle de diversité et vivre ensemble, c'est parce que moi-même, j'ai été teinté par cela. Je suis natif d'une de ces rares villes au monde où chrétiens et musulmans sont enterrés ensemble. Dans ma ville native, on a un cimetière où chrétiens et musulmans sont enterrés ensemble. Et ce n'est même pas l'unique cimetière du genre au Sénégal. Il y en a un autre un peu plus au nord de ma région natale, donc au niveau de Joal Fadioud, où chrétiens et musulmans sont enterrés ensemble. Donc, veux pas, ça a un impact sur ta vision du monde. Et même d'un point de vue même politique, le Sénégal, quand on parle de diversité, vivre ensemble, je suis teinté aussi de cette vision du monde. Par exemple, le premier président du Sénégal, il est catholique et pourtant il a dirigé un pays à plus de 95% de musulmans. Le deuxième président, il est musulman, sa femme est catholique. Le troisième président, il est musulman, sa femme est catholique. Donc, voyez-vous, donc, juste d'un point de vue image de la nation, c'est qu'on est vraiment dans l'interreligieux, dans un dialogue islamo-chrétien, dans le vivre ensemble. Quand il y a une fête musulmane, moi, je ne mange même pas à la maison. Je me promène dans le quartier, cuillère dans la poche. Et quand je sens que c'est prêt, j'arrive sans pour autant. C'est la même chose aussi quand à Noël ou à Pâques, c'est tous les voisins qui viennent manger. Donc, c'est dans cet univers que j'ai grandi. Donc, qui ne veut pas aussi, a eu un impact sur ma façon de voir le monde, dans ma vision. Et quand je parcours et surtout quand je discute avec les aînés au Québec, qu'elles soient autochtones ou bien, je réalise qu'il y a quelque chose qui nous unit quelque part, le sens de la famille, des fois la solidarité. Il n'y a pas de cela très longtemps. Quand le voisin restait quelques jours sans te voir, il venait cogner à ta porte et dire en veux-tu une bonne frette pour qu'on puisse jaser. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est rendu plus difficile, ce n'est même plus ça. Et aujourd'hui, on est rendu dans un Québec où quand on te voit même être poigné, je préfère appeler la police pour qu'ils viennent au lieu juste de venir t'aider. Donc, des fois, ça bouleverse. Pourtant, ça faisait partie de ces choses que tu aimais, que tu appréciais quand tu étais de l'autre côté de l'Atlantique, mais que toutefois, ici, le regard est tout autre. Les défis sont réels et je pense qu'ensemble, c'est possible
de léguer à nos enfants un monde meilleur. Ça, j'en suis fortement convaincu. Oh oui, Madame Deschamps, vous Oui, voulez... oui. alors, oui, c'est ça, j'avais une question, mais je cherchais la main et je la trouve pas. En Vous tout êtes cas, là. c'est pas difficile. Alors, justement, après ce que vous venez de dire concernant la société maintenant, on a l'impression que vous allez dans le sens inverse de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire, bon, moi, je suis tombée il n'y a pas longtemps, personne n'est venu m'aider. Donc, c'est ça, là, pas de voisins, on ne les connaît pas, même la famille, ça devient plus restreint. Quand j'étais petite, il y avait les cousins, tout le monde était là. Maintenant, c'est fini, les cousins. Alors, j'ai l'impression que vous êtes à contre-courant de ce qu'on vit présentement. Je trouve ça extraordinaire, mais je ne comprends pas pourquoi on est tombé dans l'extrême. Wow. Je m'excuse, hein, c'est une question très large. Oui, une belle réflexion quand même, c'est sûr. On Je peux réalise répondre? que c'est ça. Oui, vas-y. Je peux? Oui, oui. Tu veux répondre? Oui. Merci infiniment pour la question, même au contraire. Parce que, voyez-vous, quotidiennement, je me permets de me poser la question, la pertinence de ce dans quoi moi, personnellement, je me suis investi. Et ceux qui y croient aussi et qui ont embarqué dans le cabaret de la diversité ainsi que d'autres projets. Et je ne voulais pas en parler, mais je pense que je vais en parler. Ce volet jeunesse, je l'ai quasiment co-construit aussi avec ma fille âgée de 9 ans. Un jour, on allait la chercher à la fin de la journée et ça n'allait vraiment pas. Et pourtant, elle est très active, tout. Ça n'allait pas. Et à force de continuer, elle a fini par déballer le tout. C'est parce qu'elle a reçu des propos très méchants à cause de sa couleur. Et moi, j'étais ce papa impuissant devant un enfant qui n'a pas demandé à venir dans ce beau bas monde. Excusez-moi du terme, comme je disais, je ne pouvais pas aller prendre les parents de cet enfant qui l'a insulté. Excusez du terme, mais crisser une volée, ça ne se fait pas. Mais dans le regard de l'enfant, tu voyais qu'il t'en voulait. Il t'en voulait que parce que si elle a reçu de tels propos méchants, c'est à cause de papa qui lui a donné la peau plus foncée que la majeure partie de ses amis. Mais c'est aussi papa et maman qui l'ont appris de ne pas céder à la violence, la force de l'argument au détriment de l'argument de la force. Et ce jour, oui, j'ai fait la promesse aussi à ma fille que tant et si longtemps que papa aura cette force, cette santé, quotidiennement, papa essaiera de semer les graines. Je ne pourrai peut-être pas effacer ce qui vient de se passer là, mais autant et aussi longtemps que je me réveillerai, que j'aurai cette santé, que j'aurai cette énergie, on va continuer à semer des graines pour que les choses changent. Et c'est pour ça que le cabaret de la diversité, à la base, c'est une initiative citoyenne, pas un organisme avec un conseil d'administration ou autre, parce que c'est aussi partie d'un engagement, une promesse. Et c'est comme la goutte qui a fait déborder. Ça fait, comme je disais plus tôt, ça fait longtemps que oui, effectivement, peut-être que même mon parcours, tout mon parcours, peut-être aurait pour finalité, ou en tout cas quelque chose qui mènerait à cela, mais que je ne réalisais pas en étant plus petit, en ayant grandi
barouater quasiment à chaque 3 ans d'une région à une autre, où à chaque fois tu te développes un nouveau réseau social, où chaque fois tu dois t'intégrer, où chaque fois, mais tout ceci ayant juste aujourd'hui pour impact de forger la personne que je suis, qui est capable de s'intégrer partout, qui a cette vision peut-être. Et on est peut-être, et c'est vrai, ce sentiment, des fois, tu te poses la question, des fois, pourquoi dépenser autant d'énergie sur quelque chose qui ne va plus? Pourquoi essayer de ramasser et de refaire les quilles d'un qui cassé? Le monde n'est plus dans cela. Et ces commentaires, même, c'est des commentaires que l'on reçoit des fois, qu'on est utopique, que oui, effectivement, ben non, c'est impossible que le monde vive en amour et en paix. Non, et que tu nages à contre-courant, laisse ça là et va te faire de l'argent. Business, time is money. On n'a pas besoin de ces discours. Je me dis que moralement, je ne peux pas me le permettre. Non pas parce que je suis poigné avec, mais c'est ce qui me nourrit. Et je reste encore convaincu que l'humain en tant qu'humain est juste pour humain. C'est pas parce que oui, je suis d'avis que je suis loin d'être seul. Et si le cabaret de la diversité aussi a ce succès, c'est parce que aussi il y en a qui y croient. Il y en a aussi qui caressent ce même rêve aussi d'un monde meilleur, d'amour, de tolérance et de paix. Lâcher, ce serait une ingratitude envers ceux qui t'ont soutenu. Lâcher, ce serait mentir à ma fille à qui tu as tenu une promesse, ainsi que d'autres enfants aussi. Lâcher, ce serait tout ce beau monde, comme j'ai dit, qui aussi, dans leur coin, aussi œuvrent. Et ce n'est pas juste ceux qui œuvrent pour le respect de nos aînés, le respect, oui, effectivement, des personnes handicapées, tous ceux qui travaillent à la restauration de la dignité humaine, pour moi, ils sont inclus aussi dans cette vision du cabaret de la diversité. Donc, je pense que oui, ça peut prendre du temps. Et c'est peut-être les graines que nous sommes en train de pousser. Peut-être nous ne serons même pas ceux qui auront ce privilège de goûter lorsque ces arbres porteront fruit. Mais en tout cas, on aurait fait notre part. Entre maintenant, reconnaître que on nage à contre-courant et abandonner, ce serait donner l'occasion à la vie de devoir baisser notre tête, comme je le disais plus tôt, lorsque nos enfants nous demanderont « Qu'est-ce que vous avez fait pour aplanir les herbes de la nôtre ?» Donc oui, peut-être on est à contre-courant. Oui, peut-être que pour certains, c'est même utopique. Mais au moins, ce jour venu, nous pourrons fièrement relever nos têtes et dire à nos enfants que peut-être qu'on n'a pas réussi, mais nous avons essayé. Wow, toute une réponse. Wow, merci. Merci. J'ai une seconde question. Comment on fait pour combattre l'individualisme qui nous conduit justement à s'occuper de notre petite bulle? Je ne parle pas de la bulle COVID, mais de notre petite bulle. Alors, et c'est beaucoup l'individualisme qui fait ça. Le voisin, ben, qui s'arrange. Hein? On entend cette attitude. Alors, je ne sais pas, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses concrètes? Très bonne question. Très bonne question. En fait, je ne pourrais pas me permettre d'avoir la prétention, donc d'avoir la réponse. Ce que je pourrais faire, c'est juste partager peut-être ma toute modeste vision, à savoir, je ne suis pas du tout sociologue, très loin de là pour pouvoir analyser. Mais c'est vrai que, comme je le disais plus tôt, on est dans une société à la rencontre de
de plusieurs... c'est multidimensionnel, multicomplexe, où la finalité, c'est cette promotion du paraître au détriment de l'être, où tout est je, ou même le dernier rempart de la société, que la famille, a été brisée aussi dans notre système aujourd'hui. La famille est brisée, elle n'est plus ce qu'elle était, où effectivement on inculque le je me moi, où effectivement c'est le jeu au détriment du nous. Chacun essaie de sauver des fois sa personne, et comme vous le dites si bien, l'autre c'est l'autre et toi je m'occupe. Alors que contrairement à la philosophie africaine Ubuntu qui prône tout à fait le contraire, qui est que je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes en vérité, même si tu dis à la base, nous sommes des animaux sociaux qui doivent vivre en société, mais pour moi aussi, c'est vivre en société, pas juste pour être voisins, chacun de son côté. Ce qu'on peut faire, c'est, moi, comme je me dis, c'est d'abord, moi, l'enjeu du vivre ensemble, je répondrai plutôt sous cet axe du vivre ensemble, comment moi, donc, j'entends que comment encourager, oui, effectivement, ce vivre ensemble. Moi, donc, d'abord, je parle du fait que, me concernant, ce vivre ensemble évoque en moi d'abord l'idée de consensus. Donc, du coup, on sort d'une idéologie maîtresse, donc meilleure, universelle. Donc, pour moi, c'est d'abord une question de consensus et la co-responsabilisation aussi dans toute cette démarche. Pour ne pas que ça sorte aussi peut-être, j'essaie d'être poli, le plus poli, le fait le plus possible. Je pense que tant et aussi longtemps aussi que nous n'aurions pas fait ce pas intérieur individuel, on ne pourrait pas se départir de cet individualisme aussi. Je m'explique, c'est que, à mon humble avis, pour pouvoir accéder, oui, effectivement, à se vivre ensemble, c'est parce que individuellement, on aurait fait aussi cette introspection. Et ce dont vous parlez, c'est parce que vous en avez d'abord pris conscience. Donc, si individuellement, il n'y a pas ce travail que vous avez fait aussi, il serait aussi difficile de réaliser même qu'il y a ce problème dans nos sociétés. Donc, je pense que pour arriver, oui, il y a d'une démarche aussi plus macro qui relèvera, oui, effectivement, pour être beaucoup plus inclusif, mais aussi, je pense qu'individuellement aussi, on a aussi ce chemin, on doit aussi avoir cette humilité d'oser faire cette introspection aussi, à montrer humble avis. Le cabaret de la diversité a proposé. Il y a d'autres initiatives aussi qui proposent. Je pense aussi qu'on ne peut pas se permettre de toujours rester et dire que l'État dont nous faisons même nous-mêmes partie, et de ne pas aussi poser des gestes, aussi poser des actes, faire partie de la solution. Donc, il y en a de très belles initiatives à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde aussi. Et je suis convaincu que plus on va multiplier, je crois beaucoup à la force de la multitude aussi. Donc, de juste continuer à multiplier et de ne pas abandonner parce que ça paraît, de rester optimiste. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Oui. correctement. Oui, tout à fait. Oui, merci. Merci infiniment à vous. C'est vraiment très inspirant. Merci à vous. Est-ce que d'autres personnes aimeraient poser des questions ou commenter?
Ah, est-ce que vous êtes en train d'essayer de parler, Madame Moncy? Non? Ah, OK, je vous voyais essayer de peser sur des boutons. Je pourrais dire... Oh, excusez, est-ce que vous Oui, avez... allez-y. On vous entend. Oui, j'ai différentes réflexions qui me sont venues quand vous avez parlé. J'apprécie beaucoup toute votre générosité dans votre façon de parler et tout votre vécu. Moi-même, j'ai eu la chance d'aller à Casamance. Ça fait bien longtemps et je garde un très beau souvenir. On a pris le bateau pour traverser sur le fleuve. Alors, voilà, donc j'ai un attachement pour le Sénégal. Ce que j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé, c'était, je soulève moi-même un point. Moi, ça fait 50 ans que j'ai immigré ici au Québec, mais je trouve que c'est très important pour les migrants de s'ouvrir et d'essayer de comprendre la culture québécoise. Autant que l'inverse, mais c'est très important quand un immigrant arrive, il faut qu'il s'ouvre et qu'il essaye de comprendre. Et comme disait, je pense que c'est Dany Laferrière qui disait, quand on vient avec notre valise, il faudrait que la moitié de la valise soit vide pour qu'on puisse remplir de l'autre culture. Et il y a le livre de Dany Laferrière, que c'est Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. Probablement vous le connaissez. Et je l'ai beaucoup aimé, ce livre-là. Je pense que c'est une belle réflexion pour les immigrants. Et je terminerai en disant que moi-même j'ai eu des enfants ici, et je finirai mon petit texte en disant que les enfants nous enracinent. Et je l'ai souvent dit à mes enfants que c'est eux qui m'enracinaient ici. Alors c'est tout. Et merci pour votre générosité. Et en effet. Merci infiniment. Merci. Merci pour votre beau partage, Mireille. Oui. Il y avait, excusez, il y avait un petit commentaire de Nadia dans la discussion. Très sympa, très humain et très africain. Le volet famille est typique. Donc, un commentaire de Nadia. Merci. Ah, peut-être que vous voulez vous exprimer, Nadia? Ouais. Allez-y. Oui, je vais dire. Oui. Monsieur Boucal, oui. Vous avez la peau noire, moi j'ai la peau blanche, mais je suis africaine. Je vous ai suivi très bien dans tout ce que vous avez dit, surtout concernant le volet famille. Vous dites que vous avez eu le privilège de grandir avec les grands-parents, à la maison. Moi, je n'ai pas grandi avec les grands-parents à la maison, mais c'était la famille. C'est extrêmement important, la famille. C'est plus important, justement, comme vous dites, money, je sais quoi. Et jusqu'à présent, je me rends compte que la chose qui manque ici, c'est ce lien familial. Mais ça n'a pas d'importance. Je téléphone à la famille tous les jours. Ils sont en Afrique, vous voyez. Je les téléphone tous les jours. Parce que ça fait partie de quelque chose que je n'ai pas ici. J'ai plein de privilèges ici. Je suis traitée superbement bien, ce que vous voulez. On s'occupe de moi. Arrivé à un certain âge, j'ai plein de privilèges, mais là-bas, je ne lèverai pas le petit doigt. C'est la famille qui s'occupe. Voilà. Wow. Non, c'est formidable. Et puis vous faites ça d'une façon très, très légère. Comme exemple, vous avez commencé. Je suis arrivée au Québec en décembre, en pleine tempête. Moi, je ne suis pas arrivée en pleine tempête, je suis arrivée au mois de mars. Il n'y avait pas de tempête, mais il y avait la neige. Et la neige a continué jusqu'au mois de mai. Voilà.
c'est normal pour les gens qui sont nés ici. C'est pas normal pour quelqu'un qui vient d'un pays où vous avez le soleil 365 jours par an. Voilà. Non, c'est formidable. Merci beaucoup, vous avez été formidable. Wow, merci infiniment. Est-ce que je peux juste ajouter, si vous permettez? Oui, oui, oui. Merci infiniment. Merci infiniment de ce rappel. Merci de cette générosité aussi de partage. Juste comme ça, vous êtes d'où, du Maghreb? Non, elle est je viens égyptienne. d'Égypte. Je suis égyptienne. Oh! Égyptienne. Wow. Voyez-vous... oui, allez-y. En Égypte. Ok, Vous voyez-vous... pouvez, au nord, oui. vous avez la peau blanche. Au sud, vous avez la peau noire. Au milieu, c'est chocolat au lait. Alors, pour moi, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas question de couleur. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est question de l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. C'est ce qu'il y a là-dedans. C'est pas... Exact. En fait, c'est parce que le président d'honneur même du cabaret de la diversité dernièrement, il est aussi égyptien à Rimouski. Il fait même partie des pionniers immigrants à Rimouski. Et il y en a. Donc, c'est pour ça que ça me touche. Et merci pour ce partage. Et c'est vrai que la famille, je pense, comme je dis, c'est le dernier rempart même de la société. Des fois, l'analogie que je fais, c'est si la société est comme le corps humain, la famille, c'est la cellule. Donc, c'est fondamental. Et la famille est à la société, c'est que la cellule est au corps humain, à mon humble avis. Donc, un important partage de valeurs parce qu'on oublie souvent les valeurs qui sont essentielles. Hein? Shukran. Ah, bonjour. Oui, bonjour Mireille, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est mon conjoint qui veut ajouter. Oui, bonjour monsieur. Enchanté. Je ne suis pas d'Égypte, ni d'Afrique, ni d'Amérique latine, mais je suis allé aussi à Ziguinchor. Oh! Et au Sénégal, ailleurs un petit peu aussi en Afrique. Ma question est une question que je me pose beaucoup au Québec, à Montréal en particulier, mais aussi au Québec. Il y a comme deux communautés noires. Une communauté qui vient de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, et une communauté qui vient plutôt des Caraïbes et qui est plutôt anglophone de langue, mais j'ai l'impression aussi de culture. Pas de culture anglophone, mais de culture noire Amérique. Est-ce que ces deux communautés-là se rejoignent facilement en termes de vision de la vie, vision du monde, ou est-ce qu'ils ne se rejoignent pas? Je peux répondre? Je vous en prie. Vous êtes OK. D'abord, merci de ce rappel aussi, de ce partage que vous avez été au Sénégal, à Ziguinchor. Je suis natif de Ziguinchor même. Donc, en fait, oui, on se rejoint parce que si je prends juste même dans les luttes, si je prends la négritude avec Césaire ainsi que d'autres intellectuels du côté de l'Afrique, c'est une lutte conjointe pour se défaire d'un joug colonial impérialiste. On se rejoint, même quand il y a eu, par exemple, là, je vais commencer juste par des exemples de ce fait. Si je prends juste un exemple aussi, même quand Haïti, il y a eu le séisme, le tremblement de terre, par exemple, ce que le Sénégal a dit, nous n'avons pas les capitaux de l'Occident, mais ce qu'on peut faire, c'est de vous ouvrir les portes, de rentrer à la maison. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont venus étudier au Sénégal gratuitement parce que c'est revenez à la maison. Donc, si on a cette même vision
Oui, donc et maintenant quand vous dites anglophone et francophone, déjà en partant, même ici, entre franco et anglo, déjà on sait ce qu'on en sait. Donc il ne faut pas aussi oublier que la langue, tout comme la religion, est un vecteur de promotion idéologique et culturelle. Ça, c'est un fait. Je vous donne un exemple. Même quand on prend Caraïbes et autres, c'est loin. Mais étant natif de la Casamance, j'ai de la parenté en Gambie. Ouais. Du même sang. Mais la Gambie est anglophone. Des fois, on n'a pas les mêmes réactions par rapport à des choses, alors que c'est le même sang. On a juste été divisé par l'Occident lors de la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique comme une part de gâteau en disant par exemple Sherbrooke, ça appartient aux Français, oui effectivement Montréal, ça appartient oui effectivement aux Hollandais et on va prendre un petit bout de Gatineau, ça appartient admettons aux Anglais. C'est comme ça que l'Afrique a été partagée comme un gâteau sans la présence d'Africains, en séparant des familles, en séparant des cultures, en séparant des civilisations. Et aujourd'hui, même il y a un impact, même si on prend même les guerres, des fois en Afrique, c'est issu de cela, parce que ça a été partagé lors de la conférence de Berlin, comme on partage un gâteau, sans inviter même les Africains à la table. Donc ça, c'est des vestiges. Et maintenant, quand on parle même côté anti et autres, il ne faut pas aussi oublier le poids d'une des pires injustices de notre humanité qu'est l'esclavage, avec son fardeau, dont des fois on ne s'attarde pas des fois pour questionner. C'est des enfants qui ont été des fois arrachés. Le père, il est envoyé en Brésil, la maman, elle est envoyée en Haïti, l'autre, elle est envoyée en Jamaïque, de la même famille. Ça, c'est aussi un poids que oui, effectivement, tout ce monde aussi traîne. Et maintenant, si même en tant qu'anglo, déjà, comme j'ai dit, c'est sûr que l'histoire, par exemple, d'Haïti ne peut pas être, c'est pas la même histoire que Jamaïque, même si oui, il y a eu des luttes. Si je prends les nègres marrons, du côté de les mamans, c'est quelque chose. L'Haïti, c'est comme la première république noire. Ça, c'est, vous pas aussi, il y a, comme on disait, l'éducation a un poids. Est-ce que vous savez que pendant plusieurs années, même en France, on enseignait à certains, on enseignait dans les écoles, même à des personnes noires, que vos ancêtres sont gaulois et que oui, effectivement, c'est les Africains qui vous ont vendu. L'éducation aussi a permis de pervertir une vision du monde qui se veut de promouvoir. Moi-même qui vous parle, j'en suis un fruit. Je vais vous donner une anecdote que je n'ai pas dit. Quand moi je suis né, papa et maman m'ont donné le nom de Lénine en pensant à Lénine de la Russie, père de la révolution bolchevique, octobre 1917. Mais arrivé pour me faire baptiser, le curé a refusé de me baptiser avec le nom de Lénine. Il y avait un choix, c'est que vous enlevez ce nom ou bien vous rajoutez un nom catholique, comme s'il suffisait de s'appeler Jésus pour entrer au paradis. Mais c'est en grandissant que j'ai compris le pourquoi, parce que le curé, il était blanc et français, donc de cette idéologie capitaliste. Et on était aussi au lendemain de la guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc capitaliste. Et donc tous les moyens étaient bons pour promouvoir l'idéologie du camp où on était. Et ce, à travers l'éducation, à travers la religion, à travers tout. Donc le curé français blanc ne voulait certainement pas qu'il y ait des Lénines dans une colonie française. Ça prend donc une civilisation. Donc on est dans cette démarche civilisatrice d'apporter la culture. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point aussi, aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, que ce qui nous lie, c'est plutôt notre condition en tant que Noirs. Et cela, ça transcende que tu sois noir français, noir issu des colonies anglo ou autres, mais ensemble, comment restaurer la dignité. Et ça va même encore plus loin que cela. Il s'agit même juste de restaurer la dignité humaine. Et comme l'a déjà dit, ceux qui luttent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, ce n'est pas du tout à l'opposé de la lutte des peuples autochtones d'ici, quand on parle de dignité humaine. Et moi, personnellement, ce dont je crois fondamentalement aussi, si Lénine a déjà dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, moi je dirais juste aujourd'hui, humains, unissons-nous.
Parce qu'à celui qui voit juste et bien le système qui exploite le petit Asiatique en le faisant travailler dans des conditions inhumaines, c'est ce même système qui exploite l'Afrique en pillant ses ressources naturelles. C'est ce même système qui emprisonne aussi l'occidental en la faisant croire à une quelconque démocratie, en le fermant dans un système d'endettement. Comment peux-tu prétendre être libre et riche si tu es endetté? Au Québec aujourd'hui, le plus riche d'entre nous, c'est celui qui a le moins de dettes. En Afrique, quand tu as ta maison, c'est ta maison. Ça n'appartient pas à la banque, ni ton auto. Donc, je pense qu'on devrait plutôt s'arrêter à ce qui nous unit, au-delà des différences entre communautés noires franco ou communautés noires anglo, de nous voir comment ensemble on peut travailler à restaurer la dignité humaine. Et ça, au-delà des races. Parce que je le répète, c'est lui qui exploite le chinois. Donc aujourd'hui, nous vivons de cette exploitation en quelque part, de ces ressources naturelles de l'Afrique dont nous nous gavons à satiété. Ça prend des enfants de moins de 12 ans pour que nous puissions aujourd'hui nous connecter à travers des téléphones intelligents. Donc je pense que la vision, elle transcende, moi personnellement, ma vision transcende ces différences. Mais comment ensemble on peut avoir des mêmes tirs groupés et essayer de défaire ce qui a déjà fait ses limites, parce que ce dans quoi aujourd'hui nous vivons n'est pas viable. Donc je réitère mon invitation à revenir à l'essence de nos êtres, parce que nous avons le devoir moral de léguer à nos enfants un monde meilleur. Pour moi, c'est un engagement, c'est une lutte, et ça n'a pas de race, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de couleur, et encore moins au sein de la même communauté noire. Essayer de m'attarder à des différences qui elles-mêmes sont nourries par une vision du monde occidental impérialiste pour diviser. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, on vous entend. D'avoir partagé cette vision humaniste qui est vraiment touchante et qui, je pense, nous élève un peu plus. Peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure en faisant une division francophone-anglophone. Je faisais plutôt référence, je pense, à ma propre expérience où j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai côtoyé des personnes noires autant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, ou des gens des Caraïbes, et des personnes noires des États-Unis en particulier, et où je dirais que la connexion s'est opérée de façon très très différente. Alors c'était un peu ça mon intervention, et je m'interrogeais un peu sur les raisons qui faisaient que moi, blanc du Québec, je connectais différemment avec les Africains ou les Haïtiens qu'avec les Noirs américains. C'était un peu le sens de mon intervention, mais je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez présenté en élargissant ça veut dire le problème, plutôt cette situation à l'ensemble de la situation de domination qui a été vécue dans le monde à l'époque coloniale et qui continue à vivre actuellement sur d'autres formes, en particulier, peut-être j'avais mentionné les lignes, mais en particulier intervention souvent des entreprises dans ce milieu-là. Merci infiniment de cette générosité, ce passage et cette expérience même, c'est d'avoir, de réaliser, de faire, oui, effectivement, je dirais cette dissection, c'est très vrai et c'est normal. Et l'exemple même des fois aussi que je pourrais donner, c'est, nous le disons que oui, effectivement, les Québécois aussi sont issus de la France, de l'Écosse, plutôt.
Mais pourtant, même chez nous, on a la fameuse expression les maudits français. Les Français nous ont lâchés. Et pourtant, c'est ici, même si le Québec ne nous enseigne jamais, même l'interprète de Samuel de Champlain, c'était une personne noire, par exemple, et qu'on l'a effacé de l'histoire, par exemple. Mais ce que vous dites là, c'est que des fois, je pense que si on peut... C'est des états de fait, c'est des faits qui sont là. Des fois, si on s'intéresse juste à un peu d'historicité, on peut comprendre d'où ça vient. Et que ça, c'est même entre blancs, on les voit entre... C'est ça, c'est la même chose entre blancs d'origine différente. Ben oui, entre Français et Allemands, on l'a vu, la guerre, là, entre Italiens, entre Québécois, entre... C'est les Blancs qui ont déporté, on peut se rappeler les Acadiens, là. Oui. C'est entre Blancs, là. C'est ça, tout à fait. C'est normal. Nos Acadiens ici. Nos Acadiens aussi, on n'a même pas besoin d'aller en Afrique. Les Acadiens pourraient en parler, oui, effectivement, de cette discrimination, de leur lutte. Les autochtones d'ici, à qui, oui, effectivement, nous sommes sur les territoires non cédés, pourraient en dire longtemps en matière d'inclusion, en matière de discrimination et tout. Donc, je pense que des fois, mais c'est vrai que c'est à l'historicité même au Sénégal, même ici au Québec, à bien des égards, ça se voit. J'ai eu la chance de parcourir le Québec. Mais au Québec même si oui, il y a une culture, mais à celui qui voit juste aussi, eh bien, osons aussi se le dire, il y a, je ne dirais pas sous-culture, mais il y a beaucoup de différences. Un Montréalais ne pense pas de la même chose qu'un Gaspésien. Mais pas en tout. Même dans la parlure, ce n'est pas la même chose. Quand un Saguenayen commence avec ses là, tu peux déjà savoir. Même dans le patrimoine gastronomique, moi, par exemple, je ne peux pas passer un été au Québec sans pour autant aller me gaver du blé d'Inde de Neuville dans l'agenda. Donc, même dans la parure, même dans la façon des fois d'appréhender, c'est pas la même chose. Des fois, par exemple, quand je dis même dans la parure, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent même, on l'entend. Quand ils parlent de chez eux, de leur partenaire, ils disent « mon coin de pays ». C'est rare que tu entends de Montréalais dire « mon coin de pays » en parlant de Montréal. Un Gaspésien va te le dire, un Bas-Laurentien va te le dire. Et ça en dit long aussi. Donc tout cela aussi, c'est une façon de voir des fois les choses par rapport aussi à l'enjeu et l'historicité aussi territoriale. Donc, à forte raison maintenant, des peuples qui, en plus de cela, sont aussi victimes de plusieurs siècles de colonisation, les uns par les Anglos, les autres par les Français, les autres par les Portugais qui sont revenus encore des Anglos et que tu t'es fait barouater de gauche à droite pendant plusieurs siècles en te faisant inoculer, on t'enlève ta culture, on t'inocule une autre culture en sachant bel et bien que tu ne deviendras jamais l'autre culture, on essaie de te tuer culturellement. Donc, il est évident que tout ce cocktail aussi puisse avoir, entre autres, de tels résultats. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est parce que, comme on dit, de l'ostracisation d'un peuple par un peuple naît la volonté pour le peuple opprimé de se bâtir, de se forger sa propre puissance. Aujourd'hui, je pense que la parole est en train de se libérer à bien des égards. Si je vois aujourd'hui les femmes, la place, la parole, il y a encore énormément de travail à faire. On est en 2021 et pourtant à compétence égale des hommes ici au Québec. On traite nos aînés, comme on le disait plus tôt, comme un fardeau. C'est stressant. On pille les handicapés de la même chose, les immigrants. Moi, c'est de ça que j'aimerais que l'on jase. C'est de ça que j'aimerais qu'en tant que peuple fier et digne, on essaie
de travailler fort pour faire tomber cela et parler d'inclusion véritable, de nous traiter en tant qu'humains et juste pour humains. Et je suis confiant. Ben, merci beaucoup pour ces belles énergies et ce regard très, très intéressant et réel aussi. Ça fait du bien d'avoir des orateurs comme toi. Jërëjëf, comme il y a des Sénégalais, comme il y a des Québégalais ici, là, je vais dire jërëjëf. Je vais ajouter... Vraiment, merci, c'est vraiment très... Ouais, je vais ajouter juste un petit commentaire rapide. OK. Je ne peux pas m'empêcher de parler. J'étudiais il y a plusieurs années, là, et j'avais dans mon groupe un Sénégalais. Et un soir, pas un soir, un matin, il m'a dit « Ah, je viens d'envoyer un chèque au petit frère des pauvres. » Alors, c'est depuis ce temps-là que chaque année, j'envoie une contribution au petit frère des pauvres. Wow. Et il vous a donné l'idée. C'est bon. Jërëjëf. Jërëjëf. Ah, mais merci beaucoup, Lénine Nkassa-Boucal. Ça mériterait une suite parce que c'est tellement vaste comme sujet. Puis l'être humain, la diversité, on pourrait en discuter pendant des heures, mais je pense qu'on... Est-ce que vous avez un mot de la fin ou je vais juste se laisser un... Je dirais juste vraiment merci d'avoir pensé à moi pour partager. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, de partager aussi ce qui me passionne et surtout aussi de ce qui se fait en région. Parce que, comme je dis, le Québec ne se résume pas juste à Montréal ou à Québec. Il existe aussi quelque chose qui s'appelle les régions. Et les régions ne sont pas fermées, ne sont pas réfractaires à la diversité. Oui, il y a des enjeux, il y a des défis, c'est sûr. Donc, merci beaucoup de cette opportunité. Donc, moi, je pense que c'est une plateforme pour parler aussi un peu des régions aussi et d'échanger en tout cas sur cette vision. Et j'ai été très agréablement surpris de voir qu'il y a du monde qui a été dans mon patelin, dans mon... oui, finalement. Dans mon compagnie, c'est une magnifique surprise et merci beaucoup de la contribution, merci de ceux qui ont été là, merci Raphaël oui. aussi. Merci aux participants. Enchanté de vous avoir rencontré et espérons-le en personne un jour. Oui, on va aller à l'Arbre à Palabre un jour. Là. Yes. Raphaël et moi, on va aller faire un tour. Ça serait bien. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci vous aussi.